Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Géopolitique du Sahel. 3 députés européens empêchés de se rendre cette dernière semaine à l'Aïoun dans les territoires sahraouis occupés par les autorités marocaines. Un incident qui en rappelle un autre avec les mêmes procédés. Que craint Rabat et pourquoi le Maroc tente-t-il de réduire au silence les témoins qui pourraient être éventuellement des témoins de ce qui se passe aujourd'hui comme dépassement des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés? Tout de suite les développements. Pour en parler, nous recevons avec nous, comme à l'accoutumée, notre consultant à Ifriqiya FM, professeur universitaire, analyste des questions politiques, Abdelkader Soufi. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'en est passé des choses cette semaine concernant donc la question sahraoui et le dossier sahraoui. Il faut dire que depuis quand même 2 mois, et il y a pas mal de dépassements par les autorités marocaines concernant des militants sahraouis, que ce soit des journalistes, également étrangers qui viennent s'enquérir de la situation et qui sont expulsés, ou alors carrément des ONG. Et tout dernièrement, ça a été les eurodéputés, un Finlandais, une Espagnole, une Portugaise qui s'apprêtait donc à se rendre à l'Aïoun pour s'enquérir de près des décisions de la Cour de justice européenne, si ces décisions ont été respectées ou pas. Eh bien, ils ont carrément été empêchés de se rendre non seulement à l'Aïoun, mais même de quitter l'avion. Oui, écoutez, ce n'est pas étranger. Oui, ce n'est pas vraiment une surprise. À l'action des autorités marocaines qui ont intensifié la répression au Sahara occidental et pour empêcher donc l'accès aux observateurs étrangers et les violations du droit de l'homme. Ils sont systématiquement bafoués. Voilà, bafoués, mais documentés par des ONG internationales, malgré les tentatives du Maroc d'étouffer toute voie de discordance. Alors, cette fois-ci, c'est les eurodéputés. Et c'est tant mieux que ce sont des eurodéputés qui ont été renvoyés chez eux pour que le Parlement européen comprenne mieux ce qui se passe réellement au Sahara occidental et qui est-ce qu'il soutient, à qui il a affaire. Voilà. Donc, ce sont des lignes rouges qui ont été tracées et qui empêchent... Par les autorités marocaines, vous voulez dire. Bien sûr, par les autorités marocaines et éventuellement d'autres acteurs qui les accompagnent dans leur œuvre, à empêcher toute personne physique ou morale qui puisse découvrir ou qui puisse dévoiler la vérité, et que cette personne morale ou physique, qu'elle soit personne civile ordinaire, touriste, qu'elle soit marocaine, qu'elle soit association, qu'elle soit organisation ou qu'elle soit entité étatique. Ça veut dire que même des personnalités politiques ont été empêchées, et je peux vous rappeler que même des personnalités qui appartiennent à la mission onusienne ont été empêchées. Et ça, justement, et ça s'est fait du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle. Et comme vous l'avez si bien dit, de Mistura lui-même n'a pas échappé à la règle. Oui. Donc, les eurodéputés ont pu constater physiquement et de visu le renvoi musclé et le langage hard contre eux. Et donc, à travers eux, par ricochet, je pense que c'est le Parlement européen qui a été
empêcher d'arriver à la source. Oui, alors on va se rappeler que ce n'est pas le premier incident, hein, n'est-ce pas? D'abord, sans parler du fait qu'aujourd'hui, les autorités marocaines, au fait, ne ménagent aucun effort, pour ne pas dire, ne font preuve d'aucune pudeur, encore moins de tact et encore moins de règles de bonne séance. Le problème, c'est que par le passé, ça s'est déroulé déjà avec l'expulsion de journalistes espagnols. Et avant donc le début janvier, il y avait également des députés européens qui ont subi le même sort, c'est-à-dire qu'ils étaient expulsés des territoires alors qu'ils accomplissaient leur travail d'observateurs. Le problème, c'est que ils ont déposé plainte au niveau de la Commission européenne pour justement essayer de défendre ou de protéger les journalistes et leur travail sur le terrain aujourd'hui. Mais le Maroc semble faire très peu de cas du fait qu'elle est en train de transgresser le droit international. Et la preuve en est là. Écoutez, vous savez que ces us et coutumes que le Maroc usite donc depuis des décades, contre toute, comme nous avons dit, personne morale ou physique, en faisant fi de ce que diront les autres et en faisant fi du droit international et y compris de la mission onusienne. Peut-être parce qu'ils se sont appuyés, Abdelkader Sofiane. J'y arrive. C'est parce qu'ils pensent réellement qu'ils sont en position de force et qu'ils sont bien protégés dans leur action. Et si vous comptez, on essaye de voir pourquoi, on peut voir que, par exemple, la France a utilisé 14 fois le droit de veto pour empêcher toute résolution concernant le Sahara occidental. Alors, à se poser une question, pourquoi la France dresserait-elle son droit de veto? Quel est l'intérêt? Contre le droit d'un peuple à s'autodéterminer. Voilà, alors qu'elle est membre du Conseil de sécurité, c'est terrible. Neutre du Conseil de sécurité, censé, avec son passif en Afrique, comprendre et défendre les intérêts, on va dire, des peuples. Elle, qui, depuis la révolution de 1779, oui, vous parlez de la Révolution française. Bien sûr, qui a donné naissance à la République, mais surtout, elle a donné droit au peuple. Liberté. Droit au droit, bien sûr, à la liberté, à l'égalité. Donc cela, il ne s'agit point d'une question ayant trait aux droits de l'homme. Oui. Mais il s'agit d'anguille sous roche. Ça veut dire que c'est un intérêt flagrant de la France qui se manifeste à travers ses positions. Pourquoi le Maroc aussi puisse bafouer le droit international? Cela veut dire que, même derrière la France, il y a d'autres intérêts d'entités qui se servent du Sahara occidental du fait colonial pour maintenir un statu quo avec une multitude d'intérêts et d'approches. Oui. Cela ne peut être expliqué que comme ceci et pas autrement. Oui. Alors, nous avons compris aujourd'hui que des envoyés ou du personnel de haute compétence au sein de la MINURSO ont été sujets à des manipulations, mais ce qui est plus grave, c'est que, pour certains, ont été tabassés. Ce n'est pas la première fois. Ouais, je suis en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est que les gens ne savent pas. C'est que la loi au Maroc, ou bien la loi du Maroc au Sahara occidental, est celle du marteau, est celle du châtiment de toute personne. La répression, mais sur toute personne qui représenterait ce danger pour l'approche marocaine et qui arrive à montrer des images de ce qu'est réellement le Sahara occidental. Oui.
de ce qu'est le Maroc plutôt. Ouais. Oui, au fait, Abdelkader Sofi, vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention que d'autant plus que la France est elle fait partie des 5 pays, donc 5 pays permanents au Conseil de sécurité. Donc le devoir de ces pays vis-à-vis d'une quelconque ou d'un quelconque conflit, d'une crise ou d'un dossier comme celui de décolonisation du Sahara occidental, c'est de rester à équidistance. La première chose, c'est que la France a complètement enfreint cette règle. Deuxième chose, c'est qu'elle a montré sa partialité et son penchant total du côté marocain, ce qui n'est pas pour servir la question sahraoui, alors que des pays qui sont membres ne devraient pas prendre ce genre de position. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, quand on parle de la France en tant que locomotive politique en Union européenne, a un droit aussi important dans l'action de l'Union européenne. Mais pas que, parce que, heureusement, il y a d'autres pays tels que l'Espagne aussi qui a une responsabilité historique, politique, juridique et administrante, et qui a été par la force des choses poussé à prendre une attitude qui n'est pas sienne, qui n'est pas celle du peuple espagnol. Non plus, oui, exactement. Voilà, et qui pousse aujourd'hui donc la classe politique, en plus de la classe associative, du mouvement associatif, à prendre position en faveur du Sahara occidental et du peuple sahraoui. L'opinion publique est différente. Bien sûr, et c'est pourquoi, et ce n'est pas pour rien que vous avez vu donc des députés, ces députés qui sont d'origine espagnole et portugaise entre autres, sont là pour se démarquer de cette politique. Rappeler leur position historique qui a été toujours de soutenir la pour cause rappeler du peuple aussi sahraoui. Que la politique espagnole prônée par le gouvernement est une politique, qui ne reflète pas. Non seulement qui ne reflète pas, mais c'est qui a trait à une période donnée. Donc ce n'est pas une position définitive. Voilà. Ce n'est pas la politique de l'Espagne, mais c'est une politique d'occasion. Donc qui représentée par l'homme qui la dirige. Je suis sûr que le prochain chef du gouvernement, qui ne sera pas sous l'effet de Pegasus et autres, on espère pour lui. Puisse rétablir les pendules à l'heure. Oui. Remettre les pendules à l'heure. Oui, c'est très important de le dire, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quand même cette polémique qui est également due au fait qu'il y a des visites de responsables français, la dernière en date, celle de Dati, dans les territoires sahraouis, l'Arioun, Dakhla, qui faisait donc des annonces ou des effets d'annonce de projets dans des territoires qui sont litigieux. On est en pleine transgression du droit international. Non seulement, c'est-à-dire que Dati, en faisant ces effets d'annonce de projets futurs dans des régions telles que celle du Sahara occupé, des territoires sahraouis, est en train de carrément fouler sous le pied l'ONU, ses instances et je dirais même la Commission des droits de l'homme. Vous savez, c'est un très mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple. Vous savez, Dati, tous les Africains la connaissent. Elle est de mœurs légères et c'est une dame qui est poursuivie pour détournement de 2 millions d'euros. On dit d'elle qu'elle est très opportuniste. Très opportuniste, exactement, et qu'elle ne résigne pas sur le moyen et qu'elle est d'origine marocaine. Voilà. Donc, pour dire que le parti pris se comprend. Se comprend, bien sûr. Mais il est inadmissible en politique, je veux dire, quelle que soit votre origine, c'est pas comme ça qu'on se place. Oui, mais quelque part, écoutez bien, cette dame, elle fait fi des us et des mœurs, encore moins de la légalité ou du droit. Elle s'en fout éperdument. C'est à qui donne le mieux et à qui paye plus. Et quand vous savez que le Maroc donc est instrumentalisé par des lobbies, et ces lobbies qui payent... Sionistes, voilà. Donc il est tout à fait compréhensible
que... Même si elle représente un gouvernement français derrière Oh, elle, on se pose la question écoutez, d'ailleurs si ce elle n'est est pas connue cela en le- France. En Oui. France, en France, elle est connue. C'est tous les Français qui connaissent qui c'est Dati et Elle a été qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle même fait. sous Elle est- enquête à un moment ben, donné. écoutez, elle est très rejetée socialement, très rejetée cette dame-là. Et en plus, quand alors c'est le bon client pour le Maroc. Le Maroc qui a toujours œuvré pour justement Faire la sensibiliser, promotion, sensibiliser ou je dirais corrompre des politiques. Et ça, c'est pas de moi. Hein. Vous savez, quand vous revenez à des documents officiels qui ont été Rachida a été mise en examen. Je veux dire, elle s'en sort que récemment. Hein. oui, mais Elle a tiré son épingle du jeu. Je veux dire, c'est très récent. Donc, elle récidive un peu. et elle est toujours sous. Mais en plus, ce que je voulais dire que c'est une proie facile pour les Marocains. D'ailleurs, je vais vous dire, ces Marocains, il y a une fiche de mission qui a été Établie. divulguée plutôt et Avec des noms. qui émane de l'autorité officielle diplomatique qui sous-entend donc pour les diplomates marocains avec les objectifs tracés. Alors c'est contre toute décision contraire au process qui valorise l'approche de l'autonomie marocaine, voilà. Promouvoir donc cette action marocaine auprès des pairs, mais aussi auprès essayer de corrompre les États qui sont pour la cause sahraoui. Essayer de changer essayer aussi de faire des réunions avec des pays autres que les Africains, avec par exemple les Français, Amérique les Russes, les latine, Américains, oui. tout ce qui est possible avec les Chinois. Et les déroulements, donc le document parle aussi d'effectuer plusieurs visites et donc des réunions avec les responsables permanents en Afrique. Le lobbying. Exactement. C'est ça. Organiser des déjeuners, Travail de coulisses. des groupes avec les groupes de pays, travail de coulisses effectivement, prendre en charge. Essayer de rallier un maximum Et c'est de prendre en pays à sa charge cause. tout le monde sur le plan hôtelier, le Oui. transport, location de Côté voitures, touristique. déjeuner, dîner, et en plus donner des enveloppes de 5 000 dollars par personne. Cela explique un peu cette action que le Maroc use un peu partout à travers le monde. Ça, c'est un exemple. Pour les rallier à une cause qui est la leur. Ça, c'est un exemple. d'avance. Ça, c'est un exemple de l'action en Afrique. Et ça, c'est un des autres donne exemples une que idée. ce qui se passe dans les coulisses de l'Union européenne, de l'ONU, et essayer de corrompre tout le monde pour que, justement... Sinon, dans l'incapacité, l'impossibilité de le faire, il y a un autre moyen, beaucoup plus important, beaucoup plus dur, plus efficace, tel que Pegasus, Utiliser des moyens d'espionnage pour faire pression par exemple, et pour faire chanter certains et responsables. et des fois même des menaces de liquidation physique. Oui, et le problème, c'est que après que ce scandale a éclaté, on savait très bien qui était derrière, que le Maroc en a abusé avec ce logiciel, avec l'aide, bien sûr, de l'entité sioniste qui est en fait à l'origine de la création de ce logiciel. Et bien après des scandales qui ont éclaté au sein de l'Union européenne, au sein de la presse, au sein de certaines personnalités, de l'État, pas des chefs de gouvernement, même s'il y avait des chefs de gouvernement. À un moment donné, on s'attendait quand même que la réaction serait plus ou moins ferme avec ce qui a été divulgué, mais on s'est rendu compte que tout est rentré dans l'ordre, que l'affaire a été, je ne dirais pas camouflée, étouffée, et que du coup, même le processus d'espionnage se poursuit, le mécanisme se poursuit, et que rien n'a changé pour les autorités marocaines et leur relais. Le relais, vous avez dit. Écoutez, les relais,
sont de différents types, au fait. Donc, il y en a ceux qui sont de connivence et il y en a ceux qui sont, j'allais dire, d'intérêt ou de relations circonstancielles. Occasionnelles, telles que, par exemple, l'extrême droite, qui est quand même, aujourd'hui, arrive dans l'hémisphère politique de l'Union européenne. Et qui, il y a les élections en Allemagne, bien ça sûr. aussi ça craint. Et cela fait que la circonstance fait que les intérêts se conjuguent et c'est pourquoi on étouffe en échange et en retour de quelque chose. Ouais. Il y a certains politiques qui sont corrompus, qui ont besoin d'argent pour leur campagne électorale. Il y en a ceux qui ont besoin de le faire par intérêt personnel, peut-être. Par intérêt personnel ou Souvent. par rapport à une tierce entité. Voilà, donc, et cela fait que cette situation paraît un peu complexe, mais en réalité, très délétère. Voilà, mais en réalité, elle est simple. Hein. Il y a une question d'autodétermination. Voilà. Il n'y a pas plus que cela. La 15-14 de 1960 stipule que les peuples ont droit à l'autodétermination. La Cour de justice internationale a dit que le peuple sahraoui est un peuple souverain et autonome et qu'il est représenté par le Front du Polisario. L'ONU a dépêché une mission sur place, ce qui est la MINURSO, pour organiser un référendum. Les choses sont claires. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Tout ce qui vient derrière, c'est un pur mensonge. C'est du remplissage. Le problème, Abdelkader Sofi, lorsque vous parlez de ces personnes qui donc ont étouffé l'affaire pour des raisons X ou Y, pour des conjonctures, des intérêts conjoncturels ou peut-être sur le long terme, le problème, ce qui étonne, ce n'est pas la position du Maroc, ni le procédé du Maroc. Ce qui étonne, c'est que des instances dites démocratiques puissent, si vous voulez, tomber dans le piège marocain, c'est-à-dire accepter d'être soudoyé, accepter d'étouffer l'affaire alors que le scandale a vraiment éclaté. Il y a des députés qui se sont donc, si vous voulez, démissionnés, qui est donc la levée de l'immunité. Et du coup, on retrouve ces mêmes personnes encore au sein du Parlement européen. On retrouve parfois les mêmes dirigeants qui continuent donc à sévir. Finalement, dans tout ça, on est en droit de se poser des questions. Finalement, comme on se pose des questions pour l'entité sioniste. Mais qui arrêtera, qui mettra devant le pied du mur ce genre de pays et ce genre de procédés? Voilà, c'est surtout ça. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Ça viendra, mais... C'est pas moi qui m'inquiète, même si c'est quelque part... Ça viendra, mais vous faites bien de dire des entités ou des États, soi-disant démocratiques. C'est que les plus grandes démocraties qui nous ont vendu du rêve sont en réalité de véritables tyrannies, dictatures. Et ce sont ceux-là même qui sont dans une situation de fracture démocratique, parce que quand on dit la pratique démocratique, on est censé jouer le jeu. Et ce jeu doit être composé entre le gouvernant, le gouverné et le représentant, les différents représentants, tels que par exemple les syndicats et les parlementaires et les élus. Sauf que quand vous usez à outrance de droits qui donnent des privilèges aux premiers responsables et qui fait tout à fait le contraire de ce que stipule cette démocratie, nous sommes dans un contexte de s'isoler ou s'individualiser avec le pouvoir sans considérer le partenaire social. Oui. Et du coup, il n'est pas, j'allais dire, étonnant de voir ces entités ou ces personnes morales très exactement proliférées, tout ce qui est contraire à la vertu et au droit, à la morale, au droit des peuples. Oui. Je finis. Oui, allez-y. Alors, qui pourra le faire? Vous savez, heureusement que dans le monde ou dans la relation internationale ou la vie internationale, tout le monde
n'est pas tyran. Et tout le monde n'est pas corrompu. Il y a des États et il y a des voix, qu'il y a des personnes qui ne s'arrêteront jamais de défendre et qui finiront par avoir le dessus. Très bien, merci. Je vous remercie, Abdelkader Soufi, d'avoir terminé sur cette note positive. J'espère qu'elle le sera également. Et puis, de toute façon, comme vous le dites, changement de cap d'un chef de gouvernement ou d'un chef d'État n'est pas le changement de cap du droit international tel qu'il est stipulé par l'ONU. Merci beaucoup à vous de nous avoir, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel.